Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux chez Carib ce soir. Donc on est très heureux d'accueillir Julien Abrujon euh, pour ce texte assez magique qui nous a séduit cet été, Sombre aux abords. Donc on va essayer de l'écouter au maximum, ce texte, parce que on en parlera tout à l'heure, mais on parle là de poésie sonore et c'est des choses quand même si ça, ce texte n'est pas nécessairement attaché, mais enfin Julien Abrujon, pardon, est un auteur qui est très attaché à la poésie sonore, à la question de la performance autour d'un texte. Hein. On en parlera tout à l'heure, mais à ce titre, je crois que c'est un texte qu'il faut vraiment écouter, enfin et entendre. Et on va rentrer en fait directement dans ce texte avant d'en parler un peu, enfin en termes de tenant et d'aboutissant. Donc on va commencer par un premier extrait, si ça te convient. Ça marche. Bonsoir. Alors, je vais commencer, on va faire un tout petit extrait de la face A du chant 4. Ça s'appelle Candice sa chambre. Je le prends au milieu et je l'arrête au milieu. On va le caler. Voilà. Il passe et 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 il passe. Je sais. Ça se sait dans la ville. Elle ne le cache pas, des hommes passent. Il traverse son couloir, chaque soir des hommes passent, marche avalant l'obscur. Il l'appelle et puis passe. Son numéro circule, tombe de main en main. Elle répond, il passe. Les bras chargés, il passe, la couvre de clinquant, se tape une jeunette, claque pour les pâtés. Chacun, tour à tour, traverse, entre. Ils déposent, passent et repartent, reviendront à leur charge. Elle accepte souvent, ils le savent. Et la couvre lui paye ça et ça. Et ça et ça et ça. Encore. Elle accepte. Ils espèrent s'offrir sa fidélité, l'exclusivité, ce qu'elle leur fait croire. Pour moi, elle ouvre quand elle ferme boutique. Moi qui n'ai rien sinon moi qui traverse les couloirs noirs sans peur, les bras vides, elle sourit à ma vue. J'aime quand elle fait ça, j'en frissonne tant, ce trait à peine esquissé souligne sans le vouloir la tristesse infinie qui farde son visage. Comme si elle savait déjà ce qui allait arriver. Ses paupières étranges, son regard désarmant amène toujours les hommes à vouloir la protéger de je ne sais quel danger. Candice n'est pas belle, elle est jolie. Elle l'est même un peu trop. Elle le sait, on le lui dit assez. Mais elle joue à celle qu'il ne sait pas pour qu'on lui dise encore, toujours, et qu'elle se rassure et qu'elle se console de ne pas être belle. Alors elle sourit. Alors je tombe, comme les autres. Tombe le bouclier, déboulonne l'armure, désarmé, le regarde et c'est tout. Puis à nouveau, les hommes dans ses yeux, tout autour, qui gravitent toujours. Je les vois la toucher, je la vois les... Elle reprend bouclier, armes et armures. Je me plante, ballant, pour ne pas faillir. Elle déplace mon regard. Elle passe, me toise, se marre et met la chambre en mouvement. Ce qui semblait fixe s'ébranle. À moitié coiffée et maquillée, elle arrache chaque espace de mon regard. Je ne peux voir rien d'autre. Je ne sais comment elle fait, ce qu'elle a, ce qu'elle est pour réussir cela. Son regard évident, sa belle voix brune et grave et me voilà penaud. Encore. La clope se délite. Elle se baisse, lève les yeux, je les baisse. Je n'arrive jamais à la regarder dans les yeux. Son cou descend trop bas. J'ai beau faire des efforts, me concentrer, ça se voit. Je m'accroche à ses yeux, mais ça glisse sans cesse, malgré moi. Elle en sourit, d'un autre sourire, moins triste, se moque de ma gêne, file dans mon dos et glisse, au passage, un baiser. Je ne le vois pas venir, dans le cou, par derrière, et la voilà déjà devant le lit. Viens là, banane. Elle avance, m'aspire, se plaque, tout contre, tout bas, se gonfle, chauffe. Elle me fixe, fixe. Elle place sa main, bas de nuque, force. La mienne, la gauche, glisse droit dans le flanc de sa jupe jusqu'à sentir sa chair. La sienne. L'autre monte dos sous mon t-shirt. Ma droite se plaque contre sa joue. Son oreille soulève, déforme. Tout s'arrête alors. Le cœur et le temps. La peur et les plans. La gêne et le jeu. L'horloge et la clope. La minuterie, le soleil, les doutes et l'enfance. Elle et moi. Elle se plaque, contre-collée, elle respire. Tout s'arrête alors. Alors, alors, doucement, pas à pas, lentement, peu à peu, calmement, de mes bras, patiemment, à ses bras, mon corps contre, son corps contre, un regard, son regard, tout s'arrête alors. Alors, alors,
Alors nos lèvres se touchent, heurtent, se collent et s'ouvrent, frottent les langues qui tournent et s'emballent, et s'emballent, et s'emballent, et s'emballent, et tournent chaudes, entraînant les mentons qui collent, se décollent, se recollent, et les pulls qui font barrage. Et le cœur qui, le sang qui s'emballe et qui frappe, oxygéné, gorgé. Il monte, frappe au cerveau qui se gorge, s'emballe et siffle le sang, frappe à exploser les veines, il veut sortir, s'échapper, libre, partir, prendre la route, accélérer sans limite, aller où bon le mène, traverser les vaisseaux, envahir le corps de sa vitesse, et siffler au cerveau, et frapper au cœur, et emballer les machines, et crever les plafonds, et souffler dans les bronches, et siffler les oreilles, et frapper la cervelle, et battre dans les tempes, et tourner dans le corps, et taper dans la cage, et rougir dans les joues, et chauffer les fristons, et rebattre, et frapper, et taper, et crever, et aller envahir, emballer, souffler, traverser, remonter, et tourner dans la langue, dans la sienne ou la mienne, et la sienne, et tourner, s'emballer, s'enfoncer plus avant, foncer droit devant, ne faire que courir, foncer sans réfléchir pour m'enfoncer toujours, la lumière aveuglée, foncer contre ses phares, bondir contre, figé et pris dans, toujours plus avant, dans ses yeux, qu'elle ferme. J'émerge de tes yeux, les pommettes battantes. Je ne lâcherai pas, plus, jamais. Tu ne me quitteras plus, jamais. C'était la dernière fois. Je reviens, ne te laisserai plus partir, jamais. Contre ton gré, tu n'auras plus le choix, d'autre choix que d'être à moi. Plus d'autre, jamais. Tu crois sortir, tu pars, tu ne reviendras pas. Je veux encore une nuit, de nouveau, comme avant. Ce sera la dernière. Elle sera à moi, pour moi, rien qu'à moi. Donc, en apparence, on parle d'un recueil de nouvelles, de 10 nouvelles, qui sont organisées en deux faces. La face A, à accent grave, et la B-side, comme le mot anglais. Et donc, il y a 5 chants sur chaque face. Et donc, c'est évidemment pas un secret. C'est un découpage et il y a un jeu extrêmement astucieux et fort, je trouve, dans l'utilisation de la langue française, y compris pour traduire les titres, puisque c'est la maquette d'un véritable 33 tours, qui est l'album de Bruce Springsteen, donc Darkness on the Edge of Town. Et donc les nouvelles s'appellent Sale Sol Stérile, qui évoque Badlands, Engueulant comme Adam, engueulant Cain, donc Adam Why the Cain. Alors bon, mon accent anglais est absolument déplorable, et essayez d'imaginer que c'est prononcé correctement. Et bon, je vais pas les lister les 10, on aura l'occasion de les évoquer en fait au cours de la soirée. Et moi, c'était en fait ma première question qui est un petit peu évidente, c'est donc, pourquoi Springsteen, pourquoi cet album de Springsteen en particulier, et comment est venu le projet en fait de cette transposition, transmutation, parce qu'il y a vraiment eu un travail qu'on va évoquer, hein, mais très très chimique, hein, de chimie des sols, pour aboutir à Sombres abords, donc à partir de Darkness on the Edge of Town. Alors en fait, je me suis aperçu après coup, en ouvrant des vieux brouillons, que j'avais déjà eu cette idée quand j'avais 20 ans, j'avais totalement oublié. Et après Zaroff, j'ai cherché une idée de forme. Et j'étais parti sur un truc très compliqué avec plein d'extraits de livres ou de films, d'albums qui me plaisaient. J'étais parti là-dessus, puis c'était foutraque, j'arrivais pas à voir ça m'allait pas. Et j'avais commencé à travailler sur certains petits passages, notamment sur Darkness on the Edge of Town. Et ce qui m'intéressait déjà là-dedans, il y avait deux choses en fait qui ont scellé le livre là-dessus. La première, c'est que je cherche une forme. À chaque fois, dès que je fais un livre, j'arrive pas à partir si j'ai pas ma forme. Le premier livre, Pabilly the Kid, j'avais l'idée d'une boule à facettes avec les miroirs à l'intérieur que je balancerais sur des chemins. Alors ça marche pas, mais c'est pas grave. C'était un truc où c'était tout éclaté, tout avait des liens ensemble, et c'était ma forme dans ma tête qui est pas dans le livre, que j'ai pas expliqué, mais dès que je rajoutais une pièce, je faisais toujours ce signe-là, voir à quoi ça reflétait, etc. Zaroff, c'était plutôt un Rubik's Cube, et microfilm, un recueil de blagues. Et pour celui-là, je trouvais que la forme du 33 tours était intéressante, et notamment celui de Springsteen, pour différentes raisons. Alors, celui de Springsteen parce que c'est un album simple, mais il a 5 chansons de chaque côté, mais c'est un album qui est extrêmement construit, il a mis beaucoup de temps à le construire, et les 5 chansons de la face A répondent aux 5 chansons de la face B de façon subtile. C'est pas les mêmes personnages, mais il y a
La première chanson, c'est Badlands, la deuxième, c'est Promised Land, donc c'est sur la terre, elle a envie de partir ou de revenir. Le deuxième, c'est sur les rapports au père, avec Adam Ray Kane, de l'autre côté, Factory, qui est sur son père à l'usine. La troisième, c'est plus sur sur la nuit, ouais, sur quelqu'un qui va être seul dans la nuit. Et quatrième, c'est la fille. Candy d'un côté et à l'épreuve de Providal Night où il part aussi avec une fille et essaie de partir dans une histoire d'amour. Et le dernier, c'est la bagnole. Donc il y avait cette structure-là qui se répondait, qui était intéressante et qui m'intéressait. Donc. L'autre idée pour laquelle je suis parti, c'était voilà, l'idée du 33 tours, puisqu'à la boule à facettes, partir sur non pas faire un recueil de nouvelles, ou un recueil de poésie, ou un recueil de blagues, mais essayer de prendre comme forme le 33 tours, et pas l'album, avec son côté noir et brillant à la fois, le truc qui tourne et qui revient toujours en boucle et qui va vers un centre, les deux faces. Donc cette idée de forme me plaisait. Donc, traiter le 33 tours, c'était un truc qui me faisait envie. Et celui de Springsteen, parce qu'aussi je l'aime bien, et c'est un de mes albums préférés, me semblait intéressant. Et puis évidemment, ce qu'il charrie comme thème et comme histoire, dont on verra peut-être tout à l'heure, en termes de rock. Mais c'était vraiment l'objet, forme qui me plaisait. Après, dans le choix de Springsteen, il y avait aussi l'idée de deux pardons. Parce que quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet, je me suis toujours dit, mais pourquoi les Américains font des trucs cool et nous, c'est tout pourri? On a toujours l'impression que, je prenais l'exemple une fois des stations-service. Moi, je fais le plein tout le temps, la station-service est tout pourri, mais même je suis dans la campagne, hein, c'est une station-service, quoi. Et dans les films américains, station-service, c'est trop bien. C'est plein de néons, ça brille et tout. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que les stations américaines soient intéressantes. Une station-service, c'est forcément pourri aussi aux États-Unis. Mais qu'est-ce qui change? C'est pas la station-service, c'est le regard sur la station-service. Et je me suis dit, mais comment ils font les Américains pour rendre les stations-service intéressantes? Et alors que je commençais à chercher des solutions, à commencer à écrire, il y a Depardon qui a sorti son bouquin La France de Pardon. Et je trouvais ça génial. Il y en a qui ont crié, enfin qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai vraiment aimé ça où il prend une supérette et il la prend de face, elle est fluo, elle est dégueulasse et il y a quelque chose. Et qu'est-ce qu'il a fait et qui fait que ça m'a plu, et après j'ai lu dans les interviews, c'est qu'il a pris le regard des photographes américains qui se plantent en face et c'est leur cadre. C'est un regard, c'est un cadre américain sur une réalité française. Et pour autant, on n'a pas une imitation des Américains. On a quelque chose qui représente vraiment la France. Et donc Springsteen, là-dessus, c'était parfait, parce que c'est très américain, c'est totalement américain, et c'est un cadre que j'utilise comme Depardon pour regarder la France. Et après, je parle souvent de Depardon à la fin, mais il apparaît de temps en temps. Il y a des petites phrases que je lui ai piquées à un moment sur les nœuds dans des interviews, les nœuds que les gens ont en eux. Et c'est ça, c'était vraiment l'idée de cadrer à l'américaine. Et donc, ces histoires-là, elles me semblent pas américaines, elles me semblent juste un regard. Et je pense que des gars qui prennent d'assaut une station-service ou un supermarché, on en a en France, seulement ça fait un fait divers pourri ou glauque où on va le traiter de côté misérabiliste. Et je me dis, on peut le regarder comme on regarde un film noir avec ce cadre-là, que lui pique au film noir. Alors, juste pour rebondir par rapport à ça, quand Springsteen fait Darkness on the Edge of Town, c'est effectivement complètement emblématiquement américain. Et en même temps, c'est pas la Floride, c'est pas l'Arizona, c'est pas le Montana, c'est quand même une certaine Amérique. Comment cette partie-là de la transmutation, tu l'as appliquée ou tu l'as nourrie avec de la Drôme provençale et de l'Ardèche, ce bout de vallée du Rhône en fait, qui est aussi un morceau. Est-ce qu'il est emblématique de la France? Je ne sais pas, mais c'est une certaine France. C'est une certaine France dans laquelle j'ai grandi. Moi, j'ai grandi en Ardèche, dans un petit village qui était à 10 km au-dessus d'Aubenas, donc il n'y avait rien.
J'avais pas de mobilette. J'étais un peu tout seul avec mon frère et quelques voisins. Donc j'ai grandi là-dedans et ce qui me permettait de m'évader et tout ça, c'était écouter le rock et les films. Et forcément, j'allais pas parler d'autre chose que de ça, puisque parler de la ville, je la connais pas. J'ai fait mes études à Lyon, ça va quoi, mais je vis dans un Drôme maintenant, dans un petit village qui a pas de boulangerie ni rien. Donc c'est une France que je connais et qui m'intéresse. Alors j'en parlerai peut-être, tu m'as parlé des questions suivantes, peut-être à la fin, mais je pense que c'est une France dont on parle pas. Cette France semi-urbaine, campagnarde. Et si on en parle de l'Ardèche, ça sera toujours sous le cadre de la Provence, du côté, on va aller faire du canoë, ou c'est des vacances, mais on ne va pas parler du supermarché de l'Ardèche. Si on parle de supermarché, on va aller dans le Nord, on va être très content d'avoir des ch'tis dans le supermarché, mais pas des Ardéchois. Donc voilà, ça c'est ça qui vit lui à Freehold ou à Asbury Park. C'est des petites villes. C'est pas New York, c'est pas la Floride, c'est pas la Californie, c'est des petites villes dont on ne parle pas et dont il parle. Enfin, je pense qu'on reviendra là-dessus, mais c'était vraiment l'idée de ça. Alors après, je voulais absolument pas faire un truc américain, je voulais pas retranscrire ça en Amérique. Premièrement, parce que je connais pas l'Amérique, j'y vais dans quelques jours pour la première fois, mais j'y suis pas allé. Donc la première chose que j'ai faite aussi dans les choses que j'ai écoutées pour ça, j'ai écouté Capdevielle parce qu'il avait transcrit quasiment du plagiat de Springsteen et je trouvais ça affreux, je trouvais ça vraiment nul. Et à l'époque, maintenant aujourd'hui aussi, et je me suis dit qu'est-ce qu'il faut pas faire? Voilà, et c'était le côté mettre des Cadillacs, mettre des grosses bagnoles alors voilà, ce côté américain en France, surjouer l'Amérique avec le gars qui a sa Mustang et tout, c'était absolument tout ce que je voulais éviter. Donc voilà, il mange pas d'hamburger, dès que je peux mettre du pâté, j'en mets. Il fallait bien franciser tout ça, ou ardéchiser. Des fois, dans mes brouillons, j'écrivais ardéchise ça. On va lire un autre extrait, mais moi je voulais simplement rappeler et saluer donc au passage l'audace d'un éditeur qu'on aime beaucoup ici chez Karim, qui est Kidam, qui n'hésite pas à éditer un 33 tours. Et ça, c'est quand même un signe d'un certain type de regard éditorial. On a pu faire en carré, en rond et avec deux faces. Mais... je vais vous lire deux extraits. Un de Something in the Night, donc de quelque chose dans la nuit. Chant 3. Et puis après, un de... Un, deux. L'avenue penche, elle me porte, je la descends, elle m'avale. En bas, englouti, j'espère pouvoir boire un verre, ou deux, ou 3, 4. Et un de plus pour la route, et un avant-dernier. Je tourne. Je tourne le bouton de la radio, monte le son, tentant comme je peux de couvrir le bruit de mes pensées. Je la pousse, l'enfonce, au plancher bien à fond, pied au plancher, à la recherche de cet instant parfait où le monde s'accorderait à mes désirs, où tout tomberait pile, où je serais conforme aux normes européennes. L'instant juste, le bon moment. J'appuierai un peu plus, rétrograderai en vue d'un sur-régime, et je me tirerai d'un coup, à travers disparaîtraient dedans le corps et les entrailles, les viscères à l'intérieur d'eux, dans le ventre, au plus profond, avalé à la Jonas, dans l'entre-noir de quelque chose, un je ne sais quoi comme la baleine blanche de la nuit, dans la nuit, quelque chose d'elle et en elle. Cette nuit a quelque chose de spécial. Je peux la toucher, je la sens, elle vibre. C'est une nuit qui vibre, d'un noir vibrant et dur, dur et mou et chaud, une nuit solide, en pure matière de nuit. Le soir est palpable, cette nuit est une chose chaude et molle. On peut la pénétrer et dedans, une fois dans la chose chaude et molle, dedans le chaud de la nuit, dans cette chose, il y a le chaud de la nuit qui enveloppe comme un flanc. Un flanc chaud de la nuit, une pâte moelleuse qui enrobe, une sorte de silicone noir qui nous englobe, qui colle et fait le tour de nous, une mousse expansive, mais on peut respirer dans cette chose nuit. On est enveloppé par le noir. Il épouse parfaitement nos formes et permet les mouvements. Je me meus dans le chaud de cette chose nuit, et j'ai beau ne rien voir, on ne peut rien y voir, c'est opaque et compact, la lumière est bannie. J'ai beau ne rien pouvoir voir, je me meus lentement, en sécurité. Je ne peux tomber, tout m'entoure et me tient, debout. Je peux peut-être même quitter le sol et prendre appui sur la nuit pour m'élever en elle. Je le peux. Je viens d'essayer, je le peux. Je marche,
Si je soulève le genou et que je pose le pied en l'air sur la nuit, je peux monter un peu, soutenu par la chose de la nuit, et grimper un peu en l'air de quelques mètres et glisser dans la nuit qui est dure, chaude et brillante. Oui, je sais, c'est étrange, car il n'y a nulle lumière, mais elle brille. On ne le voit pas, mais on sent que c'est lisse à briller. Ça ne peut être mat ni rugueux, non, ça glisse et ça retient ce truc de nuit. C'est pas mal comme machin, cette nuit molle et mobile. J'ai voulu bien là-dedans. Je me sens à l'aise et rien ne presse plus. On progresse calmement, on regarde à droite, à gauche, tout est tiède et lent. Quelque chose nous porte, on se sent totalement approprié pour cette chose qui, dans la nuit, fait que la nuit est nuit. Le bras à la portière, dans les rues éclairées, je siffle les filles, interpelle les plus belles, chasse, klaxonne pour que, dans un réflexe, elles se retournent. Ça ne marche jamais. Elles montent rarement, mais ma voiture, lui, elle vrombit et parfois, insouciantes et ouvertes, des bandes rigolardes s'amusent à monter. On fait des tours, je monte le son, grille une clope et 3 feux pour les impressionner. Je t'ai ramassé ainsi à la petite cuillère. Tu pleurais dans mon rétroviseur. Une fois monté, tu l'as vite oublié. On ne s'est plus quitté. Je te faisais frissonner, on ne voyait pas le mal. Vraiment, c'était pour rigoler. Jusqu'à ce jour où on a vraiment merdé. On ne s'est plus quitté. On est né nus et sans rien, plutôt que de se faire reprendre nos rares broutilles, infimes pécadilles. Par le premier venu, on a préféré prendre du fric et le large. Voleurs traçant la route sur leur grand chemin, ça tourne, mal, nausée, mauvais tour, mal tourné. Rouler, 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 tracer, avancer, rouler le long de cette route jusqu'à l'aube, aux premières lueurs, sans croiser âme qui vive, à part 2-3 gamins qui ne comprennent rien, perdus dans la nuit à ne rien faire de cette nuit qu'ils gâchent à ne rien faire, cette chose noire, ce truc obscur et solide dans lequel nous, on glisse. Rien ne s'oublie jamais par ici. Nulle bête ne se perd, tout le monde est marqué, pas de pardon par là, seulement de chardons aiguisés qui vous tracent des cicatrices profondes que vous n'oublierez pas. Tout est là, inscrit une fois pour toutes, et ça ressurgit toujours, un jour, du passé. Quand on a enfin retrouvé nos repères après avoir perdu le nord, retrouvé l'équilibre, direction la maison après un long voyage, après avoir torché bien des tempêtes, essuyé bien des affronts, épongé le pont à fond de cale, on retrouve ce que l'on avait tant aimé, traîné dans la boue et laissé là pour mort, tout dégueulassé par la pluie, rongé par la rouille, ça ne sent plus le neuf, plus de blisters pour retiler brillamment sous le soleil, tout est crade et passé, bien esquinté, passablement niqué. Ça continue. Ils nous ont. À la sortie de la départementale, ils nous ont. Surgis de nulle part, ils nous ont. Sont arrivés, ils nous ont. Pas vu venir, ils nous ont. On sait, on ne sait pas, on a, comme il faut. On fait ça bien. On a eu beau comme on a pu, ils nous ont. A beau eu, mais ils nous ont. Et bien comme il faut. C'est alors et ainsi que dans l'obscur, tout le monde a pu se voir comme en pleine lumière. La voiture flambait, bûcher brutal, instantané. L'opaque fumée noire ne faisait pas le poids. La lueur surprenait à la ronde, elle tournait les têtes. Le monde s'agglutinait et venait voir flamber. Regarde, tu crois que? Ils étaient combien d'eux? Il paraît, on m'a dit que. Ça, ils l'ont bien cherché après tout ce qu'ils... Un homme, oui, et une femme. Les gendarmes sont là, tout ça est malheureux. Mais c'est bien fait pour eux. Et l'air a beau empester le cramé, le pneu, l'huile en fumée qui dégage, la meute se rapproche, se réchauffe et tente d'observer si. Puis ça lasse. On nous laisse là, aveugles, cramants, cramés, fuyards dans la garrigue, des talents dératés, à la poursuite de que dalle, de pas grand-chose, d'un je ne sais quoi dans la nuit. Des guns dans la lande force-nous, des guns dans la nuit force-nous à déchirer icelles, hurlant de douleur sans un bruit. Et puis j'ai lu un extrait de, De la promesse d'une terre. Ah, donc ça c'est la Premier plan. face B. N106. Sur cette voie rapide, les couleuvres pullulent, écrasées raides mortes ou filant vert, elles strient la chaussée ou se lovent aux abords. Les traversées aveugles de la 2x2 voies finissent une fois sur deux par une traînée rouge qui les croise in fine. Quelquefois, elles glissent parfaites entre 2x2 roues et s'échappent d'un rien, in extremis. Puis se font choper la seconde suivante, raide, finit le cercle des circonvolutions. Elles sont étalées là et là, puis là, encore là. Elles jonchent le sol, reposent in paquet, et d'autres apparaissent, traversent, passent ou y passent, jamais les mêmes. Les couleuvres se changent, elles, changent la donne, repartent à zéro, seconde chance et nouvelle peau, laissent là leur mue, raide et fragile, au vent, repartent. La trace de leur passé laissée sur le carreau, méconnaissable vide, elles s'en sont sorties sans mal, elles. Je voudrais laisser là cette peau, l'arracher, la déposer morte et au vent, sur la 2x2 voies. Je la frotte au vent qui frotte à fond contre moi, qui me pèle la nuit, roulant contre lui. M'accrochant au revêtement, tenue de route exemplaire, même dans les lacets des circonvolutions serpentines de la route hors de la 2x2.
Sur ma tête siffle le vent qui échappe au pare-brise de la décapotable, Crotal tirant la sonnette, l'alarme face au danger qui n'est que mon passager, embarqué de force dans ses voies découpant la garrigue désertique et abrupte, lieu de vie des couleuvres, couleuvres que j'avale avec les kilomètres, toutes les nuits, à fond perdu, à perte. Sur la droite, lutin cramé, des genêts, quelques fragons, mais surtout des caillasses. À gauche, des caillasses. Je ne croise personne, sinon des couleuvres que mon autoradio effraie bien avant le moteur. J'ai tout mon fric sur moi, j'ai tout raflé, tout pris, je ne laisserai rien. Je peux partir où je veux, quand je veux, si je veux. Pour l'instant, je reviens de ma virée, reviens en ville, aussi vite que j'en suis parti. L'important, c'est de rouler, rouler, faire dérouler les lignes, aveugler les couleuvres dans mes phares, traverser la garrigue, fouetter le vent avec mon pare-brise, frapper au pare-choc, le fendre, et tuer le temps, lui rouler dessus, l'enrouler sur mes roues, le traîner à ma botte, abattre à chaque instant, lui faire rendre gorge, en faire fuir chaque seconde. Je traverse le départemental sans que cela ne change rien à rien pour personne. Les serpents s'en battent aussi. Après, je fais une trace. Alors bon, on va prendre là. Nous traverserons sans rien demander toutes les propriétés, enjamberons les clôtures, nous nous moquerons des murs, esserrons les piscines une à une, sans crainte ni répit, passons de l'une à l'autre et entrons chez les gens. Tout est permis maintenant. Attention, chien méchant. Attention, chien méchant, je suis là, gare à toi. Tu peux bien aboyer Cerbère à sa mémère, tu m'empêcheras pas, ma caravane, de sortir de là. J'ai le mollet solide, te maîtriserai à main nue, j'en ai vu d'autres. Nous irons, passerons sans encombre, par ici et par là. Météo France, la mauvaise, alerte rouge. Des phénomènes météorologiques dangereux d'intensité exceptionnelle sont prévus. Tenez-vous régulièrement au courant de l'évolution météorologique et conformez-vous aux conseils ou consignes émis par les pouvoirs publics. On voit pointer du Gard, de sales nuages noirs et la burle nous pousse aux fesses. Calfeutrez-vous, prenez garde. Je bourre un sac à dos de tout ce qu'il me reste, baluchant à bretelles sur la banquette arrière et fonce tête baissée sur la N106 comme dans la tempête. Elle sera merveilleuse. Jamais il n'avait vu une telle furie. Grand tort appris à ceux qui sont restés. Le vent emportait tout, détruisait toits et maisons, vaches et troupeaux balayés comme paille. C'était furie du diable que cette chasse nocturne. Le vacarme du vent rendait les bêtes sourdes, les chevaux partaient en tous sens, arrachant leur harnais. Rien de construit par l'homme ne résistait, les plus anciens chênes se détachaient du sol, tombaient plus loin, craquant de tout leur poids, et vent de souffler emportant tout ce qui n'avait pas assez de foi pour rester enraciné, tout ce qui ne croyait pas assez en ces terres pour en supporter le sol, et vent d'emporter, après les vivants et leur réalité, les chimères qui n'apportaient que discorde, les chimères qui braisaient les cœurs des plus vaillants, emportaient les mensonges qui ne laissaient derrière eux que désolation et déploration. Les chiens d'aveugle avaient hurlé avant. Ils avaient bien compris que je saurais saisir cet instant, celui que j'attendais pour foncer dans l'œil du cyclone, que je libérerais mes quelques compagnons, ces porcs trop peu fidèles. Nous rentrerons au bercail dans un autre bercail, un bercail que je chercherai et trouverai. J'y crois à cette terre ferme, à cette terre meuble. Je vous en fais la promesse, camarades. Un aveugle me l'a dit, les yeux dans les yeux, les siens étaient tout blancs. Nous poserons un jour le pied quelque part. Je ne suis peut-être pas un héros, mais je ferai office d'eux. Courage, vous verrez. Je vous en fais la promesse. D'autres terres existent et n'attendent que nous. Suivez-moi. Ce qu'on vient d'entendre en fait et de voir également nous donne un bon exemple de ce que je vais essayer de dire dans ma deuxième question, qui est une sorte. Là, c'est de la lecture à voix haute engagée, je dirais, dans laquelle il y a un engagement physique. C'est pas une lecture justement faite paisiblement depuis derrière la table. C'est pas non plus de la poésie sonore, et c'est pas non plus de la musique de Springsteen, de la musique rock. Et pourtant, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un continuum entre tout ça, qu'il y a des différences, et j'avais envie de te demander, justement, parce que tu es particulièrement bien placé pour ça, étant un acteur de la poésie sonore au premier chef, montrant que sur un texte qui s'ancre dans la musique rock, tu fais de la lecture à voix haute, mais sur un texte qui, lui, n'est pas de la poésie sonore en soi, et qui s'appuie sur la musique rock. Alors, le but n'est pas, ce soir, de traiter la controverse éventuelle Bob Dylan, prix Nobel de littérature. Voilà, mais on peut l'évoquer si on le souhaite. Mais voilà, cette thématique de lecture, poésie, chant, en fait. Ok. En fait, oui, je viens de là, je viens pas du blues, mais j'ai commencé par la poésie, j'y suis encore dedans et je milite pour ça beaucoup, pour cette poésie hors du livre, sonore et pas seulement,
Poésie Action, les lectures, enfin, il y a le site Tapin 2 que l'on fait avec Vincent. Merci Vincent. Sur lequel je vais défendre ça, les lectures, la poésie sonore, la poésie action et la lecture engagée, comme tu disais. Et j'écris des textes pour ça, qui, comme dirait Michel Métaille, ce sont des publications orales. La plupart de ce que j'ai écrit, n'est jamais édité. Mes poèmes écrits pour être lus ne sont pas inscrits sur du papier, sauf sur notre revue dégueulasse, Boxon. Sinon, à part ça, il n'y a pas de support. Je les ai pas publiés chez un éditeur avec mes œuvres. Alors, peut-être qu'en vieillissant, je le ferai comme tous les gens qui vieillissent, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Donc ça, c'est des trucs qui partiront, qui seront blowing in the wind. Et après, je me suis mis à faire des livres. Parce que je me suis dit, est-ce que tu fais pas ça? Est-ce que tu n'es pas contre le livre et tu défends la poésie hors du livre et la littérature hors du livre? Parce que tout simplement, tu es incapable d'écrire un livre. Donc, comme il y a un truc comme ça qui me vient comme défi de moi-même, j'en écris un. Qui était pas Billy the Kid et qui n'était pas fait du tout pour être lu à voix haute. L'embêtant, c'est que quand on sort un livre, on nous invite plus pour lire. Et quand on sort un livre, on a aussi envie de le lire. Donc, à l'intérieur, il y avait un passage qui était prévu pour une perf. Et je me suis retrouvé à lire pas mal de Pas Billy the Kid, alors que c'était pas fait pour ça, et je commençais à moins lire mes trucs faits pour ça. Bon. Après, j'ai fait Zaroff, où j'ai essayé d'avoir des passages qui étaient quand même bien gueulards. Et là aussi, on m'a invité, je faisais des passages gueulards, mais il y a d'autres passages qui n'étaient pas faits pour ça. Et alors, je parle jamais de microfilm, parce qu'en fait, le microfilm, il est très couillon, et je fais juste une parenthèse, c'est super stupide, et je l'ai écrit en même temps que Sombre, parce que j'aime bien les trucs drôles. Et comme je voulais pas de trucs drôles à l'intérieur, il n'y en a pas trop, il fallait que je mette tous les trucs drôles à la con là-dedans. Voilà. Et donc pour celui-là, je voulais arriver, puisque finalement je me retrouvais à lire mes livres qui n'étaient pas faits pour ça, je voulais essayer de faire un livre qui soit à la fois livre et live. C'était mon défi là, que le livre puisse être lu par quelqu'un chez lui, dans son lit, ou sur ses chiottes, ou sur son transat, et que moi je puisse aussi défendre à l'oral. Donc je l'ai écrit vraiment dans cette optique-là. Et il me fallait là aussi quelque chose, un support. Et l'idée de Springsteen permettait de développer une écriture musicale. On reparlera du lien avec la littérature, la poésie et la chanson. Moi, je pense que la poésie, c'est pas la chanson. Et je pense que les écrivains de paroles de chansons ne sont pas des poètes. Pour autant, je les considère comme les équivalents des poètes, de la même qualité. Je pense que Dylan mérite son prix Nobel, mais pas du tout en tant que poète, en tant que songwriter énorme. Et moi, j'adore les paroles de Springsteen, là, parce que, et du rock en particulier, parce que quand on écoute du rock, ou de la chanson même pourrie, ça parle tout de suite. Il y a cette histoire de Marguerite Duras qui adore Hervé Villard, et qui est émue aux larmes par Hervé Villard. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui fait que ça marche? Et ils arrivent dans les chansons à nous parler, il suffit qu'on ait un petit moment émotionnel quelconque, et que ça parle de ça dans une chanson de doo-wop, ça nous parle tout de suite. Et donc je voulais voir, là aussi, comme je cherchais ce qui était américain dans la station-service, qu'est-ce qui marche dans la chanson? Et en fait, ce qui marche, c'est tout simplement qu'il y a de la musique sur des paroles. Et donc voilà, je voulais retranscrire en livre, non pas les textes de Springsteen, qui sont retranscrits, et franchement, si vous pouvez regarder, c'est très fidèle. C'est extrêmement fidèle au texte original. Et je voulais retranscrire ses textes et sa musique. Donc l'idée était d'arriver à retranscrire les rythmes. Il y a certains, ils passent, c'est les petites batteries au début de Candice Room. Il y a des moments où il y a des échos, il y a des stéréos qui sont sur le texte. Il y a des montées en puissance qui m'intéressaient, il y a des chansons plus calmes. Le côté presque mélopé sur Cimenterie, enfin, Factory aussi. Voilà, il y a cette idée de retranscrire sa musique par des rythmes, voilà. Essayer d'écrire la musique avec des mots, chose qui est différente. Et on va pas faire le débat dylanien, mais je pense que Dylan
a inventé, en s'électrifiant, il a fait rentrer une écriture littéraire dans un genre qui était populaire, qui n'avait pas d'écriture littéraire, qui est le rock, parce que dans la tradition du folk, il y en avait. Et en faisant ça, il a inventé, il n'était pas seul, c'est là où il y a un petit mensonge, qu'il n'était pas seul, mais il a inventé le songwriting, qui est un art à part entière, et qui fait qu'il mérite un Nobel, puisqu'il a fait... Le Nobel, on s'en fout, c'est des prix, mais qui fait qu'il a fait rentrer la littérature dans les maisons par la radio et par un autre système, en inventant ce genre-là, qui a repris Springsteen, que reprend Terry Allen, John Prine ou d'autres. Donc c'est en cela que ça m'intéresse, et je suis plus inspiré par ces auteurs de chansons, par leur talent. Pour écrire ça, je me suis inspiré à la fois de leur... J'ai essayé de reprendre cette idée de songwriting, mais que dans la littérature. En fait, voilà, c'était en débarrassant la musique, puisque je ne sais pas la faire, mais en essayant de l'écrire avec quelque chose que je sais faire, qui est la lecture à voix haute et l'écriture du rythme et une lecture en portant le souffle avec le corps. Par rapport à ça, moi c'est une chose qui m'a surpris, enfin, parce que bon, dans cette controverse on a entendu, enfin, et on entend encore hein, ces jours-ci, puisque c'est tout récent, enfin vraiment tout un tas de choses, et je veux pas tout ça, mais moi je rapprochais en fait ça, moi ça m'a pas enfin, du tout gêné d'abord, mais bon ça c'est chacun a son opinion hein, sur ça, et c'est pas mon problème là, mais c'est que je me remémorais en fait une expérience de jeunesse en fait. Moi, quand j'étais jeune, je faisais pas d'anglais en cours. En fait, c'est le hasard. Je faisais de l'allemand et du russe. Et donc l'anglais, je l'ai appris par les chansons. Et en fait, moi, j'ai acheté des songbooks de Dylan, de King Crimson, des Beatles. Et évidemment, je les lisais, enfin, comme des recueils de poésie, en fait. Bien entendu, je connaissais la musique. Donc en le lisant, j'entendais dans ma tête la musique et je reliais bien les paroles à une chanson. N'empêche que j'avais sous les yeux un texte qui était en versifié ou en vers libre, hein, avec un refrain et tout. Et oui, déjà sur un très gros songbook de Dylan, je m'en souviens très bien parce que je devais être en seconde. Et oui, il y avait des chansons qui étaient plus faibles que d'autres. Mais de même que aujourd'hui, quand je lis des recueils de poésie, même de poètes que j'adore, il y a des poèmes qui sont plus faibles. Et quand je lis un grand roman d'un romancier qui me passionne, il y a des moments, je me dis, ouais, ben là, enfin, moi, ça me plaît moins. Il y a moins de chair, il y a moins de puissance, il y a une petite baisse de régime. C'est pas grave, c'est pas pour ça que j'adore pas le. Donc, je dis, oui, bah finalement, le songwriting, il y a de ça aussi. Il y a la sensibilité de chacun qui joue bien entendu, puis je pense que les gens sont pas en permanence à 100%, il y a des chansons un peu plus faibles, hein. Il y en a aussi qui sont, enfin quand on les regarde, quand on les lit cette fois, et pas seulement quand on les écoute, même quand on les lit, où il y a un jeu de phrases, de sonorités, une musique qui évidemment évoque celle qu'on a entendue, mais même sans ça, je trouve qu'il y a une puissance alors que moi je retrouve quand effectivement j'entends des lectures engagées, enfin sur des textes de poésie ou de prose rythmée, enfin musicale, hein, non pas avec des notes écrites, mais on sent bien qu'il y a une musique. D'ailleurs, on le dit, et je pense que c'est pas juste une figure de style, hein, dire que les écrivains, y compris des romanciers, ont une musique. Il y a bien quelque chose qui est en jeu là, d'un rapport, lien, tu vois, entre les deux. Le lien avec la poésie action, la poésie sonore, etc., c'est qu'il y a pour Dylan, c'est que c'est justement pas les textes qui sont intéressants, encore moins les traductions des textes. C'est vraiment l'inscription de ce texte-là dans un son, dans la voix et dans le corps. C'est-à-dire que si on voit une performance de Julien Blaine ou de Bernard Heidsieck, oui, on peut avoir le texte retranscrit, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est voir la perf, voir la lecture, et voir le corps qui véhicule ce son-là. Et ça, on l'a dans la chanson. Donc, je pense vraiment que la chanson et la poésie sont deux arts différents, parce que c'est pas les mêmes écritures, c'est pas les mêmes contraintes. Certains, c'est pas les mêmes libertés non plus. Mais on a dans les deux le fait que la voix, le timbre et les sons jouent. Et ça sera forcément sur les disques et pas sur les livres. Voilà. Sinon, je peux revenir aussi sur le côté de la musique de Springsteen. C'est un album de 78, c'est pas un album tout récent, heureusement, parce qu'ils sont mauvais les siens, récemment.
Mais il y a un truc qui m'intéressait aussi dans le départ de l'écriture, c'est une musique très épique. Certains sont assez hermétiques à Springsteen parce que ça peut être un peu la grosse cavalerie, quoi. Et ça, je trouvais ça bien parce que ces textes parlent toujours de pauvres losers tout seuls qui vont nulle part. Et il y a une musique très épique. Et avec ouais, des grosses montées comme ça. Et ça, c'est un truc qui m'a intéressé. Je me dis, pourrait pas, est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire une épopée, mais une épopée avec un seul gars qui se termine mal? Parce que le principe de la définition de l'épopée, c'est un peuple entier, et on va vers la victoire, ou vers c'est défendre l'avancée d'un peuple, la montée en puissance de toute une histoire. Et donc j'aimais bien ça, cette idée-là, d'écrire à la façon d'une épopée l'histoire d'individus et qui allait vers l'échec. Donc aller à contresens de la définition. Ouais, je trouve que enfin, oui, ce côté qui a emphatique dans beaucoup d'attaques de chansons chez Springsteen, c'est vrai qu'il est pas son unique marque de fabrique, mais qui en est une, et sans aller jusqu'à l'extrême de Born in USA, enfin, qui est probablement le sommet cette fois quand on flirte avec le pompeux qui peut devenir éventuellement pompier. Hein, Ouais. Mais il y en a les racines dans le début de Badlands, les 5-6 premières notes, ça. Ouais, c'est pompier. Ouais. Ouais, mais je trouvais que justement, en fait, ton petit paragraphe qui est au début de Salsa Stérile, hein, qui n'est pas pompier, hein, je te rassure du tout, mais qui a ce côté déclamatoire en disant bon, voilà de quoi on va parler. Il y a une emphase. Oui. On retrouve ce côté. Ouais, des fois, je me suis même amusé avec le pompier. Il y a des clichés dans le rock qui sont intéressants aussi. C'est ce qui est intéressant parce que les premiers textes que j'écrivais, j'aimais bien m'attaquer aux clichés, l'automne, l'amour. Enfin, un texte qui commence par l'amour, voilà, tout pourri. Entre les deux, j'ai fait une petite plaquette qui était Fab Lab, parce que j'ai entendu une dame vers chez moi au marché qui vendait ses fables. Elle avait écrit des fables. Là aussi, je me suis dit, c'est comme Marguerite Duras. Hein. Comment on peut écrire des fables aujourd'hui? Du coup, je me suis dit, tiens, mais oui, c'est une bonne idée. On peut écrire des fables, on va écrire des fables. Et dans le rock, il y a plein de clichés. C'est toujours Come on baby, let's go. Et c'est que ça. C'est plein de clichés, mais c'est ces clichés-là qui nous parlent. C'est pas que ça. Ah, il y en a beaucoup. Oui. Il y en a notamment dans le rock and roll. C'est pas du rock, justement avant Dylan, quoi. Et il y a beaucoup de Buddy Holly chez Springsteen. Et ça me plaît, ces petites chansons de rock and roll. Et je me suis dit, comment on peut essayer de reprendre ces clichés et écrire avec ces clichés, tout en n'étant pas clichetonneux, mais forcément, des fois, on flirte avec. Mais sur cet aspect épique, oui, je pense que c'est très sensible. Il y a effectivement, on en reparlera tout à l'heure après un autre extrait probablement, mais il y a une épopée d'un quotidien bien particulier. C'est pas n'importe quel quotidien, mais il y a un travail, enfin, pour arriver à faire de l'épique en fait de façon extrêmement condensée et sans nécessairement avoir devant soi les 800 pages justement d'une légende des siècles ou d'une Iliade. Et c'est marrant parce que ça risque de faire un peu coq à l'âne, mais ça n'en est pas un. En fait, quand Alessandro Baricco, l'écrivain italien, en fait, a fait son Homère Iliade, il est parti quand même d'un argument extrêmement fort en se disant je veux que ce texte puisse être lu en fait le soir à la veillée dans des performances qui duraient 8 heures, mais il faut que ça puisse être lu. Et pour pouvoir lire l'Iliade en 8 heures, il faut enlever en fait, au risque de choquer les puristes, mais il faut enlever toute une partie en fait de rhétorique de l'Iliade qui n'est pas nécessaire à l'intrigue, mais qui n'est pas non plus nécessaire à l'envolée, enfin à la puissance. Et c'est un exercice, on peut se dire non mais il est fou, enfin il gâche complètement un truc sacré, enfin sacré profane mais sacré. Et en fait non, Homère Iliade c'est un texte magnifique qui effectivement se lit, qui a du souffle, de la puissance, mais où il y a eu un travail en fait intellectuel de mise en musique en fait, de mise en déclamation réelle, contemporaine, et pas effectivement au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, Homère Iliade, enfin le texte de Baricco en folio, ça fait 330 ou 340 pages, quoi. Donc c'est très raisonnable, quoi. Effectivement, on se dit, bah oui, bon, il faut avoir quelques heures devant soi, en effet, pas quelques minutes, mais il y a un retravail de la langue pour la rendre déclamable. Et puis aussi, ça implique aussi une écriture de la vitesse. C'est d'aller vite, quoi. Et écrire un truc qui va vite, parce que l'œil du lecteur va à la même vitesse, quoi. Et ça, c'est une question qui est intéressante. Parce qu'il y a le travail de la ponctuation qui amène ça, mais il y a d'autres choses. Il faut absolument mettre des temps de pause.
parce que c'est comme les films d'action, c'est que de l'action tout le temps, on s'ennuie, et il faut arriver à calmer le jeu pour accélérer. Il y a un petit travail narratif aussi. Si on regarde, c'est totalement incohérent du point de vue chronologique, puisque ça va à une vitesse folle. Le père, dans Engueulant comme Adam, Engueulant qu'un, le début, on voit bien que c'est dans les années 70, et il est baptisé. Et à la fin, il est vieux, c'est un vieillard, il s'occupe de lui. Et c'est pas possible, ça se passe plutôt de nos jours, ça. Et en fait, la vitesse, elle va là. C'est-à-dire qu'en fait, il revient 20 ans après, mais ça va à peu près, et puis après, ça s'accélère, les années après, ça s'accélère en 20 ans, il a pris 50 ans, le gars. Mais voilà, il y a des arnaques temporelles pour accélérer aussi. Ouais, mais qui sont presque obligatoires pour faire épopée, justement. Ouais, voilà. Je propose qu'on lise un troisième extrait, qui C'est serait trop vite, à l'épreuve la nuit, si je ne me trompe. c'est ça. Couché longtemps, je me suis levé bien trop tôt, trimant sec, bossant dur, j'en ai abattu du boulot pour tenter de m'en sortir, sans dépasser, sans me salir, retour au clean, réglo, bon gars, gentil, assis, couché, pas bougé. J'ai lustré, j'ai poncé, j'ai défoncé et démonté, remonté et démonté, j'ai porté, j'ai soulevé, j'ai conduit. Va chercher, j'ai ramassé des fruits, des brouettes, monté des murs, détruit des cloisons, j'ai taillé des haies, abattu des peupliers, arraché des oignons et poncé des crépis. J'ai vidé des fosses, percé des trottoirs, j'ai monté des buffets, descendu des frigos, assis, debout, couché, pas bougé, pas un doigt, pas une oreille, sage, tout déclaré, rien qui dépasse, mensualisé, rien ou black ou si peu, clean, opération main propre, rien à me reprocher, plus rien. À carreau. Je pensais pouvoir dormir sur mes deux oreilles, avec ma conscience comme oreiller. Et pourtant, je dormais peu, car il fallait rentrer tard, enchaîner les jobs, songer aux factures, aux relances, et me lever bien trop tôt, longtemps, trop tôt, couché. Or, on a beau faire le beau, mettre une chemise repassée le jour du rendez-vous, soigner le rasage, on a beau sourire, garder le poil propre, fournir tous les justificatifs, curriculum vitae, lettres de recommandation, fiches de paix, j'ai beau, ça finit mal. Il semble dire que c'est possible, se laisse convaincre, sourit blanc, mais mes mains ne mentent pas. Mes mains me disent pauvre. Elles crient leur cale à la figure du conseiller financier. Elles gueulent cambouis, petit boulot, ongles écrasés, râpés. Elles contredisent mon CV, ma fiche de paie. Elles font mal barré. Elles râpent, effraient, couché. Il n'est pas méchant, il ne mord pas, couché. Il est brave. Un brave garçon. À force de me dire bien brave, à force d'en baver, le mort me blesse, le collier me pèle le cou. Je n'ai pas lâché la gamelle. J'y retourne, j'enchaîne, les pêches, du gardiennage, les vendanges, des plâtres. Avec 7 ans de sursis en Damoclès, j'avais beau être jeune, plus jeune encore, je sais que ça les vaut. Depuis, je travaille à me racheter. Je ne peux pas partir, alors je dois laver ça, me débarrasser de la crasse incrustée dans mes gènes et mon nom. J'ai une réputation ici. Je l'avais. Je ne sais plus trop ce qu'il en reste. Parfois cela reprend. Quelqu'un aura soufflé sur les braises. Couché, sage. Alors tout ressort par tous les pores, la crasse suinte. Et j'ai beau frotter, m'attaquer au savon noir, ça ressort. Je sens que ça ressort. Je nettoie mon visage, me lave les cheveux. Mais mes mains. En sursaut sur la route, en revenant des sommets, rencontrés par les corbeaux et les châtaignes, le désastre. Par endroits, la route n'en est presque plus une. On n'a jamais vraiment été une. À peine une voie, un sale truc pour 3 mules dessiné par les habitudes, baudronné par désœuvrement après la décision fatiguée d'un conseil municipal. Cette pauvre chose vicinale a perduré enlacée, explosée à peine praticable. La forêt se moque des voiries, elle creuse ses ravins, dépose ses aiguilles, s'ébogue et exhibe ses cicatrices boursouflées, racines de pin déchirant la chaussée. On ne passe pas à deux, nulle part, et pourtant ça arrive. L'un recule alors, plusieurs mètres durant, pour s'esquicher sur le côté de quelques centimètres nécessaires à l'échange. Par ailleurs, ce n'est plus une route, ni même un chemin, juste un coupe-feu poussiéreux. Mais c'est un raccourci. Et c'est ce qui importera ce soir, aller au plus vite d'un point à l'autre malgré la distance de Villefort au plateau. Il nous faudra couper à travers bois, déchirer la forêt, et aller au plus vite, au plus discret, malgré les heurts, par-delà les virages, à flanc de précipice en frôlant les crevasses. Car oui, ce soir, je mords. Et pas seulement les lignes, je prends la bande d'arrêt d'urgence comme un bon gros connard. Je double, coupe la file et fend. J'en ai marre d'attendre, rangé, bien gentil à la ligne. Je veux mordre, sans préavis, sans grogner et cracher dans la soupe. Je veux mordre, la poussière, la main qui m'a nourri. Je n'en peux mes mains.
Je n'irai pas chercher, je veux mordre. Je ne veux pas me coucher, je veux mordre. Je veux planter mes crocs sur le premier mollet, dévorer à moitié l'enfant qui passera le premier, défigurer la demoiselle, effrayer les vieilles. Je veux mordre. Je veux que la laisse lâche, pouvoir courir à nouveau, redevenir sauvage et sentir l'animal. Je sens que ça monte, je suis une horde folle, désordonnée et joyeuse, que l'excitation galvanisante de l'instant emballe. Bientôt, les grands chevaux migrateurs partent. Les villes regardent passer leurs troupeaux dans les rues, dont le pavé résonne au choc de leurs sabots et parfois étincelle. Les champs sont bouleversés par cette cavalcade. Eux, la queue traînant dans la poussière et les naseaux fumants passent devant la fleur. Longtemps se prolongent leurs ombres. Ce soir, je me sens capable de le faire. On va le faire. Ton Intermarché, tu verras. Depuis le temps que tu attends, que tu m'attends sur ce coup-là, je sais que je te perds, je le vois. Si tu crois que je ne te vois pas avoir envie, tant d'envie, ça se voit. Je le sens et je sais que si je ne le fais pas, tu en chercheras un autre, plus vaillant ou plus riche, pour te sortir de là, à ma place, à droite du conducteur. On pourra te payer, de suite, raccourci coupe-feu, dans la foulée, direct, une belle bague bien chère, bien brillante, chez un bijoutier qui claque, avec nos prénoms gravés dessus, dessous, de partout à l'intérieur de l'or. Et la belle robe bleue qui te faisait triper dans une rue bien chic, la plus bourgeoise possible. Je te donnerai le fric cash de mes mains, et ils le prendront. Et tu mettras la robe, bleue, sans rien d'autre dessous, juste la robe, que la robe, et la bague bien sûr. Tu sortiras. Il y aura seulement toi, la bague, un peu de robe. Et toi sous la robe, avec la bague. Tu marcheras dans la rue, avec juste la robe, la bague, rien d'autre. Il n'y aura rien d'autre, ni dessous, ni autour. Juste toi, la bague, la robe, et moi. Tu marcheras fière, consciente de ton corps, de sa puissance sur les regards, l'attrait. Et plus on flambera et plus ton ombre s'étendra, tracera sur le pavé ta silhouette géante, ses courbes insensées et excitantes. Lève, soulève tes lèvres, lève-les au-dessus, lève-les, et tes lèvres, pose-les sur, pose. Mes lèvres, lève mes lèvres de tes lèvres, pose-les sur, dépose-les sur mes lèvres, pose. Allez, enlève-les. Pause. Et moi avec. Tu me l'as dit un soir, je me souviens du soir à la télé, cela n'avait rien à voir, il y avait du cirque. Des numéros des acrobates asiatiques au juste au corps violet, couverts d'argent et de diamants en plastique. Ils se portaient tordus, s'éjectaient l'un vers l'autre, tombaient sur des épaules, sur des mains tendues, s'élevaient dans les airs en pirouette, rebondissant, souriant. Et toi, tu disais Intermarché. Tu disais fric, caisse, tu parlais du 14 juillet, du dimanche qui suivait, des banques fermées, du fric des touristes accumulés en peu de temps dans cet Intermarché. Tu le connais, tu y travailles, CDD. Salto arrière, c'est une supérette qui, comme le village, explose en été. Pas de gardien, une alarme reliée à la ville d'en haut, bien plus haut. Ça nous laisse le temps, tout le temps de redescendre, de se fondre à la vogue. Tu as tout prévu, il ne manquerait que de mon cran. Si je n'étais pas rentré dans le rang, si je n'étais pas là à attendre, perdant. Tu dis que je n'ai pas le cran, pas les couilles, que tu m'as connu plus mordant, que je ne suis qu'une ombre, un chien à sa mémère, que si on voulait, il n'y avait qu'à tendre un peu les doigts, double salto avant, pirouette. Tu as toujours fait ta princesse, gâtée, capricieuse. Ça te va bien, tu l'as toujours été. Tu en veux plus, toujours plus. Chaque jour, encore plus. Jamais ressasié, il te faut tout ce que tu n'as pas. Non pour l'avoir, mais pour montrer que tu n'es pas de celles qui ne l'ont pas. Et tu voudras mieux encore, toujours plus et toujours mieux. Chaque jour plus, chaque fois mieux. Et je te suis là-dessus, tu vaux plus que ce que tu n'as. Tu mérites. Je t'appelle ma princesse. C'est cucu mais sincère. Et tu me mets à l'épreuve. Je dois faire mes preuves de pro chevalier, sinon c'est stop éjecte. Alors, avance rapide, play, amusons-nous un peu. 1, 2. Tu rêvassais à ça à l'Intermarché du 14 juillet. Tu te disais prête à foncer, et moi j'étais le frein. C'était pratique de me dire point mort. Ce soir, je suis d'accord, j'embraye. Te voilà face à la réalité de tes rêves. Nous sommes de l'étoffe même dont sont faits tes rêves. Assume. Fini les vapeurs des bravades, fini les plans sur la comète. Tu as été élevé aux princesses Disney. Il suffirait de croire en tes rêves pour que cela se réalise. Mais croire en nos rêves, ma petite, c'est sortir les doigts du cul et y aller le décrocher au forceps, au plus profond de nos tripes. L'Intermarché, tu le voulais, tu l'as, si tu le veux. À ton tour de me prouver que tout ça n'est pas que du flanc, mais bien un plan solide, un avenir. Ne te dégonfle pas. Prouve-moi que toi aussi tu en as. Cap. Ils ne nous prennent pas au sérieux. Je sais qu'ils ne nous prendront jamais au sérieux, seulement de haut. À nous de prouver qu'on en a dans le ventre, qu'on vaut bien mieux qu'eux. Patron de supérette, le rêve, la classe. Le voilà arrivé.
Et ça se croit tout permis, ça se permet une petite main au cul, comme ça, au passage des caissières agrémentées d'un petit bip à chaque fois. Elles encaissent. Et le passage en caisse va changer de sens ce soir. Les armes, on les a. Certains me doivent bien ça. Il me faut plus que toi. Tu veux le butin? Je te veux. Ce soir, on scelle nos destins. Embrasse-moi si tu es partante. Pose tes lèvres, puis enlève-les. Lève-les tes lèvres. Repose-les. Pose-les encore sur mes lèvres. Dépose-les. Impose-les. Soulève mes lèvres. Lève-les. Emporte-les. Rends-les. Pose-les là, comme ça. Laisse-les là, déposer. Comme ça. Pose. Oublie-les là. Qu'elles se scellent. Pose. Tu veux, tu prends. Mais rien n'est gratuit. Le prix à payer, tu le connais. Tu l'auras sur les mains, sur la conscience, à vie. Tu auras beau te laver, tu sais, ça suintera encore, et au beau milieu des nuits, ça t'arrachera au sommeil. Et quand la nuit, tu te réveilleras en sursaut avec au ventre la peur de ne plus jamais retrouver ta petite vie d'avant, quand tu auras l'impression que nous vivons si vite que tu ne te reconnais plus, fixe ton regard sur ce corps alangui contre toi et dis-toi que moi, je suis à toi, et que je suis réel, là pour de bon, avec toi, et le fric. Dans cet album de Julien Abrijon, dans ce 33 tours de Julien Abrijon, il y a justement cette transmutation du matériau springsteenien qui est vraiment le matériau du rock, du rock des années 50, 60, 70, et notamment cet éloge et cette nécessité de la fuite, pour parodier un livre célèbre. Et je me posais la question, et d'autres personnes, je sais, se la sont posées, par rapport à un contexte justement périurbain ou urbain des années 60, de cette révolte, de ce besoin de partir, de fuir, d'une certaine jeunesse qui a vraiment fondé 90% du rock, comme tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'en 2015, ça a gardé de l'actualité, une actualité, de la pertinence, de la force, alors même que on pourrait croire en apparence que le climat social, la situation politique, macro-politique ou micro-politique est finalement très différente de celle qu'elle était il y a 40, 45 ans ou 50 ans. Et pourtant, je trouve que ça parle énormément, y compris à des gens qui ne vivent pas dans un petit village de la Drôme, mais qui vivent dans des grandes métropoles françaises ou autres. Donc voilà. Qu'est-ce qui donne cette actualité? Déjà, je pense qu'en 78, c'était déjà anachronique. C'est-à-dire que lui, il se base sur les films des années 50, sur Alex Deden ou Feur de Ville. J'ai dit son anglais, après ça fait pédant. Et il y a plein de... Par exemple, les voitures, la 69 Chevy, la Chevrolet de 69 dans l'album, il est en 78. Dans les premières versions, c'était 32 Ford, c'était une Ford de 32. Et parce que ça correspondait à la voiture des années 50. Il avait déjà décalé ça. Et cette idée de fuite, elle est très présente dans le texte même de Springsteen, à travers des influences médiévales. En fait, il y a plein de rapports que moi j'ai assez développés avec la littérature médiévale, avec notamment l'idée de tuning et le caparaçonnage des chevaux. Donc je pense que voilà, c'est quelque chose qui... J'adore le folk, on en parlait tout à l'heure, le fait de Dylan qui reprend, c'est un palimpseste tout le temps, on reprend, et lui il a vu plein de films, que j'ai vu tous les films qu'il a vus à l'époque, et j'ai piqué plein de choses dans les films qu'il a vus à l'époque, donc il y a plein de films des années 50 à l'intérieur, qui eux-mêmes sont inspirés de romans des années 30, etc., etc. Donc je pense que voilà, il y a une sorte de reprise continuelle de ce thème-là, ce thème de la fuite, et un thème de la fuite qui moi me parle, parce que dans Zaroff, il y a toute une partie de cavale, où il s'échappe, il essaie d'éviter de pas être repris, il y a toute une partie de fuite là-dedans, et dans Pavlik the Kid, il y avait plusieurs fuites, il s'échappait tout le temps. Et donc moi, c'est toujours quelque chose que, je sais pas pourquoi, là il faut que je fasse une psychanalyse, mais ça revient toujours chez moi l'idée de la fuite. Et donc déjà, ça, je pense que c'est quelque chose qui parle et qui revient à travers les chansons, puisqu'on est sur l'écriture de la chanson. Et autre chose, pour l'actualité, puisqu'il était question de l'actualité, j'avais vraiment envie de traiter, on en parlait au début, là, cette France dans laquelle je vis et que je ne vois pas. Je ne la vois pas aux actualités, je ne la vois pas au cinéma, des fois chez Guy Roddy, vite fait. Mais on parle des banlieues,
On parle des quartiers chics, on parle je sais pas, des cités balnéaires qui font des choses balnéaires. On va parler éventuellement justement des campagnes pour dire qu'il y a des agriculteurs dedans. Mais on va jamais parler de ces lieux dans lesquels moi j'ai grandi, dans lesquels je vis, qui sont ces villes moyennes. Là maintenant que je suis autour de Montélimar, c'est deux zones commerciales. Il y a une grosse zone commerciale au sud, avec le McDo, le Décathlon, la foire fouille, tous ces trucs-là. Vous allez tous traverser si vous allez sortir un petit peu de Paris de temps en temps. Et ces villes-là se vident pour ces zones-là. Et ça, je ne le vois pas dans la littérature, je ne le vois pas assez. Et chez moi, dans mon petit village, il y a des lotissements. Ces petits villages qui sont anciens, et il y a des lotissements. Et ces lotissements sont faits pour des gens qui accèdent à la propriété. Et depuis, je sais pas, 4 ans, 4-5 ans, on voit un petit drapeau bleu-blanc-rouge accroché. Puis 2, puis 3, puis 4. Maintenant, quand je rentre chez moi, quand je vais au boulot, je vois une quinzaine de drapeaux bleu-blanc-rouge. Et c'est pas pour du foot. Et les scores aux élections dans mon petit village où il n'y a pas un seul arabe, il y a 40% de FN. Et je pense que s'il y a 40% de FN dans ces petits villages, c'est parce que ces gens-là, le vote est assez clairement lié au lotissement. Et ces gens-là, on n'en parle pas. Ils ont l'impression qu'on ne parle jamais d'eux, parce que c'est vrai, on ne parle jamais d'eux. Et moi, je pense que dans ce livre-là, les personnages sont des fois des gros connards. Quoi. Le mec qui fait du rodéo avec la bagnole, il est un héros dans le chanson de Springsteen, il est un héros là-dedans. Mais c'est un con, quoi. Je pense vraiment que c'est un gros con. Mais je le traite avec un amour complet. Avec sa grandeur épique. Hein. Avec sa grandeur épique. Parce que ces crétins qui vont prendre la bagnole, qui vont bosser au supermarché, c'est pas des crétins, mais on n'en parle pas de ces gens-là. Et ils vont se retrouver sur des discours, ils vont parler entre eux. Et je pense que là, il y a une actualité et qui n'est pas de traiter... Il y a une partie où je parle du FN qui est l'avant-dernière, Flambe les rues. Mais c'est ces commerces qui périclitent, ces zones autour, c'est là où vivent ces gens-là qu'on ne voit pas. Quoi. On va parler des autres. Je remarque sur ça parce qu'il y a un livre qui est sorti il y a 15 jours qui précisément résonne énormément avec cet angle-là, hein, qui est de Fanny Taillandier, en fait, qui est État et Empire du lotissement grand siècle, hein, et qui fait une sorte de rétrofuturisme, en fait, en se plaçant un certain nombre d'années dans le futur, dans des gens, en fait, tombent sur le lotissement grand siècle, dans les Yvelines, qui est le premier lotissement en France qui a été fait sur le modèle véritablement américain, enfin, donc des années 50, hein, puisque le premier aux États-Unis c'était de 1950, et celui-là doit être de 66 ou 67. Et donc, à partir de cette archéologie, d'essayer de comprendre qu'est-ce que ça voulait dire sociologiquement et politiquement. Et c'est assez passionnant, enfin, ça va exactement dans ce sens-là. Et une chose qui m'a frappé, moi, en lisant, alors, l'ensemble du recueil, du disque, et plus particulièrement le chant 2 de la B-side, hein, la cimenterie, c'est qu'effectivement, il y a une chose, moi, qui m'a frappé au fil de bout de vie professionnelle, et qu'on sent aujourd'hui, même dans des articles de journaux sérieux, oui, enfin, mais qui n'appréhendent pas cette réalité-là, et notamment quand on parle de fermeture d'usines, il y a quand même toute une partie de la presse, y compris d'une presse qui se dit, qui se croit de gauche, qui dit oui, mais après tout, bon, oui, c'est embêtant, mais bon, les gens, ils vont trouver d'autres métiers, parce qu'il y a, en fait, alors après, il y a le chiffre du chômage qui est une chose, mais il y a plusieurs employeurs possibles. Et c'est vrai que quelqu'un qui vit à Paris, notamment, va se dire, bon, ok, je perds un boulot dans un studio graphique, je vais retrouver un boulot ailleurs, ce sera peut-être dur, mais quand on vit dans ces petites villes vraiment moyennes de province, qui ont parfois 2 employeurs, quoi. Un parfois. Effectivement, quand on vit au Teil, hein, il y a la cimenterie, il y a 2 ou 3 ateliers de mécanique auto, et puis voilà, c'est fini, quoi, en termes d'emploi. Donc si on perd son emploi, faut pas se dire qu'on va en retrouver un. Et donc quand parfois des chefs d'entreprise, des DRH disent oui, bon, on va fermer l'usine, on va détruire 220 emplois, mais vous savez, on va redéployer, on va proposer des emplois aux gens. Oui, à 90 km de là ou à 100 km, c'est... Ah non, ça dit, ouais, bah, bouger 100 km, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est juste changer complètement en fait d'environnement, enfin
de structure. Et je trouve que c'est très présent, en fait, de cette façon, effectivement, de jeu entre le plein et le vide, et la façon de naviguer entre les deux, quoi. Oui, parce que c'est The Edge of, Daphne sont The Edge of Town, c'est sur les abords de la ville, la périphérie. Et ça, je pense que ça n'y était pas en France à l'époque. Et c'est maintenant, moi, tous les gens que je connais, ils partent de la campagne, de ces lotissements, et ils vont vers la ville, mais ils vont pas jusqu'au centre de la ville. Ils vont travailler sur ces abords de la ville, sur ces zones-là où il y a tous les gens. Et quand je vais faire des courses, je rentre pas dans la ville. Je suis aux abords et je tourne sur les ronds-points et je vois l'idée de... Les rocades. Et il y a cette force centrifuge et centripète, c'est-à-dire que quand on va aller vers la ville, on se rapproche, mais on se rentre jamais. On a une sorte de champ magnétique là, qui nous garde autour, qu'on tourne autour, dans toutes les zones autour, et après on est rejeté, on rentre chez nous. Et cette idée, voilà, ça me plaisait vraiment. Je trouve que ça, c'est actuel par rapport à la France d'aujourd'hui. Il n'y a pas ça dans la France des années 50, dans la France des années 70. À la France des années 70, on rentre dans la ville. Et l'idée de fuite, là, c'est ça, quoi. C'est le 33 tours. On tourne autour, et on essaye de partir. On a une force centrifuge et on a la force centripète qui nous ramène. Ou l'inverse, je me trompe toujours. Voilà, et on a cette tension-là autour du centre. À la fin, on rentre dans le centre. Voilà, donc on approche en fait de la durée qu'on s'était fixée. Donc, alors si vous avez des questions, enfin non pas intimes, mais en tout cas plus particulières, je vous encourage à les poser à Julien Abrigeon en faisant dédicacer en fait vos 1, 2 ou 5 exemplaires. Parce que vous aurez saisi, enfin on dit ça souvent chez Caribe à partir de mai que Noël approche, mais c'est le cas, et c'est quand même pas si souvent qu'on peut offrir du même mouvement à quelqu'un un livre et un disque sans qu'il y ait un CD à l'intérieur. Enfin donc c'est quand même voilà, et, exactement, donc c'est quand même particulièrement avisé. Donc je crois que enfin vous aurez saisi, j'espère, à la lecture et puis dans le peu qu'on en a évoqué dans cette partie, que c'est vraiment un livre qui est important, enfin qui dit beaucoup de choses sous une forme étonnante, surprenante, mais où il y a un gros engagement en fait derrière ces 10 chants et ces 2 faces. Et donc vraiment, je vous encourage à ne pas hésiter. Et peut-être un petit bonus, justement un bonus track. La cimenterie. Ouais. Un petit extrait de la cimenterie, je vais lire le début et la fin. C'est Factory pour ceux qui connaissent l'album. C'est le rapport au père. Et je ne vais pas le philosopher. Elle est lourde et profonde, commencée depuis peu. Ah, si je précise juste que c'est une chanson calme. Elle est lourde et profonde, commencée depuis peu. Elle plombe les sons, assomme les oiseaux, n'est traversée par rien. Sombre et sans lune, elle ne semble pourtant pas encore prête à finir, à laisser sa place qu'elle défend durement. Figée fièrement dans sa propre densité, la nuit sature le teil. Elle pâte la ville. Rien ne remue plus. Tout sombre. Le réveil violent buzz fort. Il arrache le père de son lit qu'il retient pourtant. Les chaussures, un blouson, la casquette et il part. La pelle siffle au vent, l'usine appelle ses ouailles, et Sarah clique dehors. Les pères sortent. Affrontés au froid qui pèle, les vapeurs de café exhalées du larynx volutent mal l'espace, s'accrochent aux nuées de reverbères qui, dans quelques minutes, seront tous obsolètes. La lumière pointe grise dans la cité blanche. Les rues sont des couloirs. Marche, marche, Marlboro, marche. Les épaules contre le vent, marche, marche, Marlboro, Marlboro. Marche, Marlboro, Marlboro. À chaque pas se rapproche le jour et le froid fouette. Les mains partent se réchauffer dans les poches pendant que derrière les lèvres glacées brûlent la gorge. Les pommettes se glacent et le nez picote coule sous les fumées mécaniques. Marche, Marlboro, marche. La cimenterie pointe son nez, giclée de néon dans l'obscur. Des phares et Marlboro marchent, les gars qui sortent d'un peu partout convergent vers l'usine. Marlboro, Marlboro marche. Le frimas de rigueur enfouissant aussi leurs mains au fond de poches de chaleur. Marche, marche, Marlboro. L'odeur du tabac se fond dans l'âpre rappel de la poussière à venir qui colle déjà. Marlboro marche. Le portail. Passé la pointeuse et le contremaître en comité accueil glacial. Les néons se succèdent, tracent des lignes, des couloirs, des entrées, des portes, des couloirs et des compartiments se dispersent, répartis par-ci, par-là. Par-là, la machine à café désertée, les gars ont leur cafetière. Par ici, les placards, des casiers. Par-là, les bureaux. Et, par-là, les casiers. Au bout, en bleu, le travail.
Il enfuit de son bleu assure, baille un coup, décrispe le cou coincé, puis le père serre silencieusement des mains qui, comme les siennes, grosses et raides, râpent minérales. Les gars savent qu'ils parleront, plus tard. Ils clopent, ils crachent, cachent, clopin à leurs copains, clopant leurs éclopages, pattes traînées en douce. Il ne faut plus paraître faible. Les épées suspendues tomberaient à la prochaine restructuration. Trop vieux, inutile. Nous vous remercions pour toutes ces années sacrifiées à l'entreprise. Dégage maintenant. Et on va à la fin. Il engorge, déglutit, il enchaîne. Il est là, à la table, formidable silhouette accoudée au formica vert, semblant prête à fondre. Accroché sous l'ampoule, encore en bleu parfois. Énorme forme forte. Il est le seul que je vois ici. Je ne vois que lui, partant et revenant. Il me nourrit, doit m'aimer. Pour se faire tout cela, tenir, rester, il doit le falloir, forcément. J'admire son courage. Je l'ai toujours cru fort. Je me sens protégé à l'abri du dehors, des regards et des coups tordus. Il serait là, je le sais, si j'avais besoin de lui. Mais je me débrouille, évite les embrouilles, je vais droit, marche droit, au pas d'un bon pas. La mâchoire serrée, bloquée dent contre dent, prête à mordre, à déchiqueter en menus morceaux qui s'approcheraient trop, qui oseraient me parler ou voudraient bien m'aider, m'enlever de là, à cause de tout ça. Je me débrouille, vous dis-je. Je fais mon petit bonhomme. Je mine à ma manière. Il a encaissé, j'encaisse, encaisserai comme lui ce qu'il faut, car, aussi fort que lui, j'ai du coffre et l'enfouirai un jour, ce coffre sans trésor, sur une île, si le Rhône en offre une, un lendemain de crue. Les clopes se succèdent, finissent par terre, à brûler le lino, taches brunes constellant le sol, respectant de la table le triangle impeccable, le rectangle impeccable. Marlborough, Marlborough. La fumée est partout en soirée. Elle passe ma porte dans le ray de lumière, enfouit tout l'espace de sa belle épaisseur. La brume dissimule le corps du père, le trouble abrupt dans les volutes. Elle atténue la durée des traits, adoucit la silhouette. Tout est tout blanc autour. Une masse bleue, une lueur orange avant la toux, et voilà tout. Tout ce que je vois du père avant le dimanche, le soir, chaque soir, tous les soirs de sa vie de travail. Et j'entends la toux, les rejets marmonnés, reflux de haine entrée, rejeté, seul, après. La bière, les bières, sortent une à une du frigo, puis directement du carton. Elles se posent toutes seules sur la table, par terre. Elles s'accumulent, menaçantes, puis roulent déglinguées, valses, vertes, se brisent en émeraude que je ramasserai. Ma collection est belle, elle brille d'éclat. Le temps est à l'orage. De mon lit, je me prépare à l'entendre gronder, à voir frapper la foudre, et je sens la pression, l'électricité dans l'air qui force sur les murs, qui veut s'arracher du sol en un éclair de rage, libérant les affronts. Les vitres ne font pas les fiers, elles trinquent à la peur de trinquer et se dissimulent derrière les nuées de fumée. On palpe l'atmosphère, grasse mer d'huile tendue, reflétant les orages qui claquent au loin. Je sais, il faut que ça éclate pour qu'il puisse subir, encore subir demain, pour qu'il puisse y aller, y retourner pour nous, afin que tout recommence encore, qu'il ne tombe pas, qu'il ne lâche pas l'affaire, que l'eau du bain ne m'emporte pas comme du bois flotté par le Rhône à grand flot, et son panier d'osier pour être sauvé plus bas. Je n'ai plus de bouée, maman est morte déjà. Il faut que ça lâche, que ça craque de toutes parts, éclate en éclairs, que la violence s'abatte et déchire le sombre, qu'il vide sa hargne de ce qu'il a subi, encaissé aujourd'hui, encore le beau diable. Je sais qu'il faut que les coups pleuvent bien sur quelqu'un, et qu'il n'y a que moi, ce soir, comme tous les soirs, pour prendre la radée. C'est la loi du travail, la vie qui travaille. Merci beaucoup. Merci de l'invitation.